Bonjour à tous. Dans son interview cette semaine à France 2, le président français Emmanuel Macron a confirmé l'inflexion de la politique syrienne de la France qui, depuis 2015, ne fait plus du départ de Bachar el-Assad une condition préalable aux négociations. Écoutons-le. On vient de gagner la guerre en Irak avec la coalition et je pense que d'ici mi-fin février, nous aurons gagné la guerre en Syrie. Bachar el-Assad sera là. Il sera là aussi parce qu'il est protégé par ceux qui, sur le terrain, ont gagné la guerre, que ce soit l'Iran ou la Russie. Et donc, nous ne pouvons pas dire on ne veut pas parler avec lui ou ses représentants. Pour en parler avec nous, Ziad Majed, bonjour. Bonjour. Ziad Majed, vous êtes politologue libanais, vous êtes professeur à l'université américaine et spécialiste de la Syrie. Alors, est-ce qu'il faut parler à Bachar el-Assad, comme le suggère le président Emmanuel Macron? En fait, je pense qu'il y a, par rapport à cette question, plusieurs malentendus. D'un côté, on parle avec Bachar el-Assad depuis 2011 et officiellement depuis 2012. Tout le processus de négociation à Genève qui est organisé par les Nations Unies est un processus de dialogue avec Bachar el-Assad et ses représentants. On a fait 8 conférences déjà. Genève 1 stipulait que la transition politique doit être l'aboutissement de ce processus-là. Le représentant de Bachar el-Assad est toujours à New York et dans les instances internationales, c'est le régime qui est représenté. Et il assiste aux réunions, il défend la position de son régime. Et donc il n'y a jamais eu une rupture à ce niveau. On parle, et il y a eu 3 émissaires onusiens qui ont démissionné déjà, 2 qui ont démissionné, et le 3e qui officiellement accuse le régime de ne pas vouloir négocier, M. Kofi Annan, puis M. Lakhdar el-Brahimi, et maintenant M. de Mistura, qui demande aux Russes de faire pression sur le régime pour qu'il accepte de négocier sérieusement. Donc la question se pose d'une manière assez fausse. Je vais la poser de manière différente. Oui. Faut-il que Bachar el-Assad reste au pouvoir? Non, alors là, on est dans le cœur du sujet. C'est-à-dire, pour la forme, on parle avec le régime depuis très longtemps, même si Paris et Damas, les ambassades sont fermées et il y a cette fin de relations diplomatiques depuis l'ère de Sarkozy et tout au long de l'ère Hollande. Maintenant, est-ce que Bachar el-Assad, après 500 000 morts en Syrie, après 6 millions de réfugiés, 200 000 détenus dans des conditions inhumaines, des milliers de viols documentés, après des rapports onusiens qui accusent le régime de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, après le déplacement forcé de populations civiles, après un nettoyage ethnique, après tout cela, on considère qu'il faut quand même que la personne qui est responsable directement ou indirectement, qui est accusée de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, reste au pouvoir par réalisme. Je pense que cela contredit le droit international, contredit les aspirations d'une grande partie du peuple syrien et accepte de facto l'occupation étrangère d'un pays qui maintient le dictateur sur place, en l'occurrence l'occupation russe, mais aussi l'occupation djihadiste chiite de la Syrie, parce que comme il y avait des djihadistes sunnites que la France a combattu avec la coalition internationale, il y a aujourd'hui près de 25 à 30 000 djihadistes chiites qui ne sont pas syriens, qui viennent donc au-delà des frontières nationales de l'Irak, de l'Afghanistan, du Pakistan et du Liban, Hezbollah, qui sont présents sur le terrain, qui sont mobilisés et payés par l'Iran, donc une autre puissance d'occupation. Et cela est une violation du droit international et crée une situation qui, si vous voulez, qui dépasse les frontières entre le Liban et l'Irak et la Syrie. Et il n'y a pas de grande différence. Alors, oui, mais on pourrait vous rétorquer, Ziad Majed, que, en fait, depuis l'intervention de l'Iran et de la Russie en Syrie, qui ont sauvé le régime de Bachar el-Assad, qui ont sauvé la tête et qui ont sauvé son régime, de facto, le président syrien est redevenu un acteur qui paraît incontournable, et pas plus que la Syrie, l'Iran et la Russie ne s'occupent du droit international. Alors que fait-on? Oui. Alors, le régime n'est pas un acteur incontournable, c'est plutôt les Iraniens et les Russes. Donc, s'il y a des négociations, c'est avec eux que les négociations doivent avoir lieu. C'est eux qui ont protégé le régime, c'est eux qui ont sauvé le régime et qui l'imposent aujourd'hui sur une partie du territoire syrien. Mais le régime lui-même ne peut pas tenir sans cette occupation étrangère et sans cette mobilisation de djihadistes chiites sur le terrain même de la Syrie. Et à long terme, on sait que toute occupation
mène au chaos, mène à des actes de résistance, mène à des actes de nihilisme et peut mener de nouveau à une situation, à une configuration guerrière, voire catastrophique pour la Syrie, comme ce fut le cas en Irak avant. Que faire avec Bachar al-Assad? Alors, il y a évidemment ce que Genève 1 déjà stipulé. Les négociations de Genève. Les négociations, et c'est un processus qui doit de toute façon continuer, mais pas pour qu'il devienne, comme les négociations entre Israéliens et Palestiniens, des négociations pour les négociations. Donc Genève, c'est un processus de transition avec Bachar au pouvoir pour un certain temps, et ensuite il s'en va. Oui, c'est ça l'idée. Et plus important que cela, et même si on peut revenir à la question de ce que certains appellent réalisme ou pragmatisme, mais il y a un concept très important, c'est celui de l'impunité en Syrie comme dans la région. Avec l'impunité, avec des déclarations du genre « oui, Bachar al-Assad est un criminel, mais il a commis ses crimes contre son peuple. Nous, notre ennemi, c'est Daesh. » Donc, comme si commettre des crimes contre un peuple qui n'est pas le nôtre, on peut tolérer cela et on peut faire de la politique réaliste avec celui qui est accusé de commettre ces crimes. Et cela contredit le droit international, contredit tout ce que l'humanité a accumulé depuis la Deuxième Guerre mondiale, contredit une partie de des valeurs de la France, ou que la France au moins prétend défendre dans le monde, c'est-à-dire on fait avec des criminels, on fait avec des personnes qui ont été accusées de crimes contre l'humanité, on dit que c'est par réalisme. Non, le réalisme ne veut pas dire cela. Le réalisme prend en considération le rapport de force. Il y a aujourd'hui la Russie qui s'impose, il y a l'Iran qui est un acteur régional important, il faut négocier avec eux, mais négocier pour assurer le départ du dictateur syrien, tout en préservant ce qui reste de l'État syrien, c'est-à-dire l'appareil bureaucratique, l'appareil administratif, mais pas les services de renseignement qui sont accusés de viol, qui sont accusés de torture, qui sont accusés de crimes. Là, il faut un chantier de reconstruction de la Syrie. Et ce n'est pas vrai que dans toute cette Syrie-là, il n'y a que Bachar al-Assad et que la famille Assad qui est au pouvoir depuis 1970 qui peut mener la transition. On peut faire appel à des généraux de l'armée syrienne qui ont pris leur retraite avant 2011, donc qui n'ont pas un sang sur les mains pour utiliser cette métaphore. On peut faire appel à des notables de toutes les communautés syriennes, de plusieurs tendances politiques. On peut faire appel à un collège de dirigeants syriens qui viennent de différentes villes, de différentes parties du pays, qui représentent plusieurs dynamiques dans ce pays-là, et avec le soutien de la communauté internationale, et ça coûterait moins cher que de maintenir un processus de négociation assez long et d'accepter que les destructions continuent en même temps, que le siège des populations civiles continue en même temps, on n'aura pas une solution avec ce genre de situation. Il faut changer radicalement. Mais la France a-t-elle encore les moyens d'avoir une influence en Syrie? Toutes les puissances occidentales ont été mises hors jeu, et aujourd'hui, de facto, c'est la Syrie et c'est l'Iran qui décide. Les négociations de Genève sont mises en concurrence par le processus d'Astana organisé par Vladimir Poutine au Kazakhstan avec la Russie et avec l'Iran. Alors la France peut-elle encore avoir une influence? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que les Occidentaux ont été marginalisés. Mais ils se sont marginalisés et c'est le fait que les Occidentaux... Ils se sont marginalisés, oui. disent certains. En tout cas, la France s'est marginalisée, selon certains, parce que, justement, elle a demandé le départ de Bachar al-Assad. Est-ce que c'est pour ça? Non, pas du tout. Moi, je pense que la responsabilité occidentale, comme celle d'une partie ou d'une grande partie de la communauté internationale, c'est, dès le début, cette volonté de ne pas agir, de se contenter de déclarations sans concrétiser les aboutissements de ces déclarations-là. Il y a eu une seule ligne rouge émise par le président américain, la fameuse ligne rouge sur l'arme chimique. Elle a été dépassée. Août 2013. Rien ne s'est passé. En août 2013, le 21 août 2013 spécifiquement, elle a été dépassée, il n'y a pas eu de réaction. Il y a des sièges et il y a une résolution onusienne en 2014 qui demande la fin des sièges des populations civiles. Le siège continue toujours dans la région de la Ghouta orientale, occidentale et dans le centre du pays. Il n'y a pas de pression pour que cela cesse. Il y a la question des détenus. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu une volonté claire pour faire pression, pour libérer des détenus. Et il y a des détenus français qui ont la nationalité française. Il y a M. Dabar et son fils qui sont détenus depuis 2013 et leur famille a porté plainte
en France contre cette détention-là. Donc il y a des moyens de faire pression à plusieurs niveaux, mais les Occidentaux, le fait qu'ils n'étaient pas d'accord sur une approche, le fait que l'administration américaine était en retrait, a permis aux Russes de s'imposer. Ce n'est pas les demandes du départ de Bachar al-Assad qui ont isolé la France ou les Occidentaux, c'est au contraire le fait qu'ils n'ont pas allé plus loin dans leur pression pour qu'ils partent, pour négocier avec les Russes un départ de Assad, qui a permis à la Russie d'intervenir en 2015, de modifier le rapport de force, qui a permis à l'Iran d'occuper sur le terrain une partie du pays et donc, encore une fois, consolider cette modification du rapport de force. Et ce n'est pas en disant que oui, d'accord, on accepte le fait accompli, donc l'occupation étrangère, et négocions avec Assad. C'est au contraire en montrant qu'il faut son départ pour négocier l'après-Assad avec les Russes et les Iraniens, prenant en considération leurs intérêts stratégiques, comme les intérêts peut-être d'autres acteurs, et surtout les intérêts du peuple syrien, qu'on pourrait commencer une politique réaliste sans donner toutes les cartes avant même de négocier. Et si la Russie était tellement sûre que toutes les choses ont été accomplies en Syrie et voilà, on peut maintenant imposer la solution qu'on veut, il ne serait pas en train d'inviter les Européens pour la reconstruction, ils ne seraient pas en train de vouloir à tout prix... Parce que la Russie n'a pas d'argent pour financer la... Et donc, Vladimir Poutine, aujourd'hui, il veut capitaliser politiquement sur un succès militaire, parce qu'il sait qu'à long terme, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent créer des problèmes. Il peut y avoir une divergence avec l'Iran, il peut y avoir des paramètres américains qui changent avec une administration imprévisible de Donald Trump. Il y a la question israélo-iranienne qui peut créer des problèmes dans le sud du pays. Il y a l'Arabie saoudite qui essaye de se repositionner dans la région. Donc il veut maintenant à tout prix que les Américains et les Européens acceptent une solution politique à la Poutine qu'il impose après son succès militaire. Et si jamais cela n'aboutit pas, il a un grand problème pour maintenir la situation actuelle. Il n'a pas les moyens, comme vous dites, pour reconstruire la Syrie. Et si elle reste un chantier ou un champ de ruines, il peut y avoir beaucoup de problèmes avec le temps. L'Iran non plus n'a pas les moyens pour aller reconstruire. Donc ils ont besoin, et quand ils menacent qu'ils vont inviter les Chinois, les Indiens et autres pour venir reconstruire, on sait tous que personne ne vient reconstruire quand il n'y a pas de ressources et quand il n'y a pas de profit à faire. C'est l'Europe en général qui arrive. Donc c'est l'Europe qui doit arriver, c'est les États-Unis. Et pour le moment, ça c'est très important. En plus, ne pas reconnaître Bachar al-Assad et l'isoler, avec le temps, ça va devenir un poids sur les Russes et les Iraniens d'avoir leurs protégés complètement isolés sur la scène internationale, qui nécessite leur présence sur le terrain, qui peut nécessiter leur opération même militaire contre une guérilla qui peut s'organiser. Donc il y a beaucoup d'atouts et beaucoup de choses que la France peut faire pour empêcher la normalisation, pour dire aux Russes que le droit international va être utilisé. Il y a un tribunal spécial pour la Syrie, il peut y avoir un tribunal comme le tribunal Russell, qui est symbolique dans le cas palestinien, qui peut s'appliquer dans une autre forme sur le cas syrien. Il y a toute la question des réfugiés, il y a des sanctions qui peuvent être encore imposées. Donc il y a des moyens pour faire pression, même si sur le terrain, il y a les forces militaires russes et iraniennes qui décident, mais qui ne peuvent pas imposer une solution politique acceptée par tout le monde. Pourquoi accepter de toute façon cette solution-là ? Pourquoi ne pas dire qu'on ne souhaite pas normaliser avec une solution pareille et on a nos conditions claires et on va tout faire pour les réaliser. C'est-à-dire qu'il y a un manque de volonté aussi française pour aller plus loin dans la politique syrienne et c'est le problème de l'Europe en général. Merci beaucoup Ziad Majed. Merci bien.